Alors bonjour tout le monde. Avant de démarrer, peut-être sur une note plus personnelle, je fais un retour aux sources ici pour avoir fait mon bac en biologie il y a belle lurette. Je vous épargne les détails entre ce moment-là et mon doctorat actuellement, mes études doctorales à Simon Fraser à Vancouver. Ça serait assez... on serait encore ici demain, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Et un contexte encore plus particulier, c'est que mon père a fondé le département de chimie ici en 1960 et présentait une communication sur justement l'histoire du département à l'Université de Sherbrooke. Et donc, c'est la première fois qu'on est tous les deux dans un congrès de l'ACFAS. C'était, je vous avoue, un moment assez touchant parce qu'on a eu des parcours évidemment très différents. Il me parlait des événements qui se sont produits dans la faculté d'éducation ici quand les cégeps ont été fondés dans les années 65. Il y avait des réactions assez fortes des communautés religieuses qui s'occupaient d'éducation à ce moment-là. Le recteur était tout à fait contre l'arrivée des cégeps au Québec et tout ça. Donc, j'ai eu droit à une page d'histoire vraiment intéressante. Ceci dit, je vais vous parler des questions éthiques en lien avec les recherches en neurosciences de l'éducation. Mon travail, mes études doctorales portent sur ces questions-là, sur en fait comment la philosophie de l'éducation est concernée par ce que les neurosciences amènent présentement en éducation. J'ai eu l'occasion de participer le mois dernier à un congrès d'éducation américain qui regroupait 13 000 personnes et pour lesquelles le groupe de philosophie de l'éducation s'est vraiment distingué en faisant des affirmations en fait, en reconnaissant l'importance des enjeux présentés par les neurosciences en éducation. Alors, je vais juste un peu ramener un message de cette rencontre-là, qui était pour la réflexion éthique en neuroéducation, un indicateur de l'importance que les travaux, recherches et applications commencent à prendre dans le domaine très large de la philosophie de l'éducation. Alors, le philosophe Biestad, qui était présent et qui est en ce moment une des figures de philosophie de l'éducation la plus importante, présentait une lecture, mon Dieu, faisait une présentation où il nous amenait les grandes problématiques et les grands enjeux actuellement en éducation. Et il y avait, je vais citer ici une partie de sa présentation où il nous disait, en citant John Dewey, la philosophie de l'éducation, en quelques mots, c'est très intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand ça arrête d'intéresser seulement les philosophes et que ça commence à se pencher sur des questions concrètes. Donc, il amenait ce point-là pour ensuite, lui, et ça c'est lui qui parle ici, il nous a présenté les 5 grands enjeux que lui considère être à la porte là, du domaine de l'éducation et critiques pour les années à venir. Il y en avait 5. Le 4e était nous, en fait, les travaux en neurosciences de l'éducation. Et il l'articulait comme suit. Le quatrième enjeu est la réduction par les neurosciences de l'éducation à une simple fonction du cerveau, à une observation de l'extérieur vers l'intérieur qui ne révèle pas l'expérience subjective fondamentale à la démarche humaine en éducation. Alors ce matin, en débutant par une présentation sur les questions éthiques, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, peut-être on va pouvoir se donner un genre de cadre de réflexion aussi qui va nous suivre un petit peu toute la journée.
parce qu'il y a beaucoup de yeux tournés vers les neurosciences, l'éducation. Les neurosciences font une entrée plus ou moins bien articulée au niveau des fondements de leur intervention en éducation. Et donc, il relève ça comme étant un des enjeux actuels pour l'éducation, c'est de vraiment donner un contexte fondamental bien défini à cette recherche-là. Par contre, vous remarquerez tout de suite, vous êtes dans le domaine, vous remarquerez que les philosophes de l'éducation sont très, très, très en réaction avec un aspect réducteur de ces travaux-là, qui n'est pas toujours présent, mais qui est peut-être pas toujours bien articulé non plus dans la recherche, et qui éveille très souvent un genre de braquage en philosophie de l'éducation, comme de quoi il y a un côté réducteur à ces travaux-là. Ce que je vais faire, je vais parler du fait que l'élaboration du devis de recherche en neuroéducation, ça implique nécessairement les outils des neurosciences, donc techniques d'imagerie cérébrale, suivi électrophysiologique du cerveau, pour arriver à améliorer notre compréhension des fonctions cognitives. Ces méthodes-là soulèvent plusieurs questions éthiques relatives à l'encadrement théorique et méthodologique des recherches. Certaines de ces questions sont spécifiques à la présence d'enfants dans les protocoles expérimentaux, et c'est les enjeux que je vais particulièrement considérer ici. L'ensemble des recherches en neurosciences sociales, donc c'est le cas en éducation, mais dans plusieurs domaines des sciences sociales, est visé par, maintenant au niveau de la réflexion éthique, par ce qu'on appelle la neuroéthique, qui est elle-même une branche récente de la bioéthique, si on va le définir également plus clairement. Mais l'objectif de ma présentation est de faire ressortir le point que, au-delà de la neuroéthique, il semble qu'il y aurait un besoin, à ce stade-ci même de phase d'émergence des neurosciences de l'éducation, un besoin pour une neuroéthique spécifique à l'éducation, parce que les problématiques sont spécifiques. Pourquoi une neuroéthique spécifique à l'éducation? C'est pour justement éviter, vous avez vu notre philosophe qui annonce l'aspect réducteur et qui indique que c'est une des grandes priorités, c'est justement si on avait un cadre éthique spécifique à ces recherches-là, ça faciliterait l'intégration d'un positionnement éthique dans la conception de devis, mais également ça permettrait ce que notre philosophe de l'éducation décriait, une meilleure contextualisation et diffusion aux différents groupes d'intérêt des résultats de la recherche dans ce domaine. Éric Racine, qui, au niveau des neuroéthiques au Québec, travaille activement à définir un cadre, nous dit que, évidemment, on doit d'entrée de jeu reconnaître les limites de nos connaissances du système nerveux, quoique ça évolue rapidement, mais c'est dans cette zone d'exploration, parce que tout n'est pas connu et ne le sera jamais, c'est une parenthèse, un ajout à la citation, les enjeux sont très complexes parce qu'on n'a pas fait le tour du jardin au niveau du système nerveux. Alors, comment on va arriver à démontrer ce besoin-là d'une éthique spécifique à l'éducation? Au cœur de la méthodologie expérimentale en recherche appliquée en neuroéducation, il faut évidemment accéder à de l'information pertinente, de l'information qui nous permet d'accéder à une meilleure compréhension des fonctions cognitives, et l'objectif étant, Steve a mentionné, de développer des outils de dépistage précoce de certains troubles de la cognition, d'améliorer les approches éducatives, ultimement la performance de certaines fonctions cognitives, attention, mémoire, expression linguistique, habileté mathématique et la capacité d'abstraction. Donc, c'est l'objectif des recherches. Les questions éthiques vont être liées non seulement directement à la méthodologie et à l'utilisation de sujets humains, mais plus spécifiquement à la présence d'enfants
dans ces recherches-là. S'il s'agit d'un champ d'exploration en émergence et si de nombreuses études s'avèrent riches en applications pratiques déjà en éducation, il ne faut pas oublier que certaines autres semblent avoir également tiré profit d'une vision un peu hâtive de conclusions partielles. Là, je donne juste 2 exemples ici parce que pour être dans le milieu de l'éducation activement, et vous l'avez déjà probablement fait le constat, il y a également des choses qui ont transité des recherches en neurosciences de l'éducation de manière un peu douteuse. On parle, dans certains cas, de sciences instantanées et évidemment en éducation de neuromythes qui sont en fait, qui se retrouvent d'une manière très, très présente dans ce qu'on appelle dans le milieu anglophone le brain-based education et qui récupère des données partielles et qui en fait des applications pédagogiques un peu douteuses. Donc, les questions éthiques, elles, qui sont particulièrement liées à l'utilisation de la neuroimagerie impliquant les enfants, c'est justement la diffusion de ces neuromythes dans les pratiques professionnelles. Et ça, on ne pourra pas en parler suffisamment, je pense. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'adresser aujourd'hui durant la journée, mais il y a un travail énorme à faire de démystification et de rééducation. Donc, les neuromythes sont un point important. Les découvertes fortuites ou incidentaires qui sont directement liées au protocole expérimental. Les applications diagnostiques qu'on pourrait en faire ou prédictives. Les applications commerciales ou la publication sélective des résultats. Et les questions d'accès équitable, évidemment. Plus près de nous, au Québec, vous avez probablement suivi il y a quelques mois un groupe de parents qui est allé voir sa commission scolaire et qui réclamait d'avoir du dépistage précoce, d'avoir le NEC plus ultra des neurosciences de l'éducation pour le dépistage de la dyslexie. C'est le début, en fait, de ce genre de demande-là, et ce n'est que le début d'une longue liste de demandes. Donc, c'était un cas type où la commission scolaire était prise au dépourvu dans sa réponse, dans comment ils allaient articuler justement la question d'accès équitable, comment ils vont combler l'écart entre les ressources qui sont disponibles en neuroéducation et ce qu'eux sont prêts à offrir à un grand bassin de population. Donc, dans ces questions éthiques-là, c'en est un exemple qui nous indique à quel point c'est à nos portes, il va vraiment avoir de plus en plus de demandes. C'est également, on n'en parlera pas ce matin, mais la partie aussi d'utilisation des images d'une manière un petit peu simpliste fait en sorte que certains parents vont commencer même à vouloir accéder aux équipements et à faire des profils de leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a un travail éthique important qui doit se faire avant que ces pratiques-là se mettent en place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui veulent recevoir un parent qui arrive avec des images et qui se fait demander un programme spécial pour son enfant basé sur des interprétations rapides et superficielles des outils des neurosciences d'éducation. C'est un petit exemple du besoin urgent d'un cadre éthique à notre pratique. Alors, la neuroéthique, ça, on va prendre le temps de le situer bien comme il faut, parce que si on parle du besoin d'une neuroéthique spécifique à l'éducation, il faut comprendre d'où vient la neuroéthique elle-même. Et là, ici, je vais prendre le temps de bien le définir parce que juste avec cette définition-là, ici, neuroéthique, domaine de la philosophie qui discute du bien et du mal inhérent au traitement de l'amélioration du cerveau humain. Ça date de l'arrivée, en fait, de la neuroéthique autour de 2005. Mais en fait, c'est l'objet de débats au niveau de la neuroéthique qui ont commencé bien avant. On parle de Churchland en neurosciences dans les années 91.
et qui s'est redéfini un peu plus précisément dans les années 2005, quand les questions d'application de différents traitements neurologiques se sont accélérées. Mais la neuroéthique, c'est un champ d'études qui, en fait, a pris forme 30 ans après qu'il y a eu l'introduction de ce qu'on appelle la bioéthique. Alors ça, c'est une distinction bien importante à faire, c'est que la bioéthique, elle, est arrivée en lien avec les découvertes en génétique, et la neuroéthique, elle, est apparue en lien avec les travaux des neurosciences. La définition de bioéthique comme étant une tentative de promouvoir l'intégration de la biologie au sein des sciences sociales. Et elle, dans le cas de la bioéthique qui était liée à la génétique, si on pense à bioéthique, vous pensez à quoi? On pense au débat sur l'euthanasie, les questions d'avortement et tout ça. Donc, un côté beaucoup plus biomédical. Tout ce qui est bioéthique ne concerne pas nécessairement le système nerveux. Donc, c'est pour ça que la neuroéthique se dégage complètement de sa branche mère, qui est la bioéthique. Donc, on parle de neuroéthique. Et au sein de la neuroéthique, ben, c'est pour ça qu'on va argumenter pour une neuroéthique spécifique au domaine de l'éducation, parce que les problèmes sont particuliers. Donc, une tentative de promouvoir l'intégration de la biologie au sein des sciences sociales. On se dégage de ça. La neuroéthique est plus qu'une bioéthique du cerveau, car les questions soulevées par les découvertes en neurosciences touchent l'essence même de notre compréhension de la condition humaine et tendent à exposer des concepts dualistes encore très présents. Ici, on pourrait ouvrir une canne de verre parce que si on aborde évidemment les neurosciences avec une approche dualiste, on sépare des vues de l'esprit, le mind-body dilemme nous revient de plein fouet et on est obligé d'avoir au niveau des pratiques de recherche un positionnement à ce niveau-là. Distinction importante également, l'éthique des neurosciences, qui est la neuroéthique dont on parle ici, donc l'éthique de l'utilisation des neurosciences, à distinguer bien comme il faut de ce que vous allez aussi entendre souvent parler dans la littérature de plus en plus, c'est les neurosciences de l'éthique, qui, elles, se penchent sur les découvertes qui décrivent les bases neurologiques de nos comportements éthiques. Mais il faut distinguer les deux, là, parce que sinon, c'est pas du tout la même problématique de recherche. Mais on s'en tient ici à l'éthique de notre usage et de nos applications en recherche des neurosciences. Alors, quelles sont les questions neuroéthiques liées à la méthodologie et à la participation des enfants en recherche en éducation? J'en ai regroupé 4. Donc, les questions... OK, je pense qu'il manquait une lettre. Les questions de consentement. Et on va voir avec ça qu'est-ce qui arrive dans le cas de substitution de l'autorité décisionnelle, évidemment, dans le cas d'utilisation d'enfants, participation d'enfants. Les aspects de confidentialité, encore là, au niveau des groupes scolaires, les groupes d'intérêt impliqués. Marginalisation, la question de la normalité qui pourrait facilement se retrouver au cœur de ces travaux-là, et les découvertes fortuites. Alors, au niveau du consentement, je vais juste retrouver mon page ici. Au niveau du consentement, en fait, la grande question est quelle est la motivation de l'autorité de substitution dans le cas de recherche en neuroéducation, car ces recherches diffèrent en fait beaucoup du concept biomédical, et comme Steve l'a mentionné ce matin, l'enfant qui participe n'a pas de problème neurologique et est participant donc en santé. Alors, dans quelle position se place le substitut de l'autorité ou le parent pour inviter son enfant à participer à des recherches comme ça? Alors, c'est la motivation, justement, de l'autorité de substitution dans un cas de recherche en neuroéducation qui diffère beaucoup du contexte biomédical.
Parce que le but de l'expérience, c'est d'acquérir des connaissances pour le bénéfice général et non pas de l'individu qui y participe. En d'autres termes, le participant ne retirera aucun bénéfice personnel de participer à cette expérience. En principe, les parents doivent baser leurs décisions sur l'intérêt de l'enfant. Quels sont les risques d'erreur d'interprétation par le parent de la valeur de ces recherches-là? Quel parent pense, en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est est-ce que le parent ne va pas y voir une occasion de, justement, faire un profilage? Même si ces applications futures des recherches peuvent devenir utiles dans l'évaluation des pratiques d'éducation, il demeure que l'information et la formation des parents quant à l'objectif de la recherche est très importante. Donc, pour inclure dans un consentement éclairé, il faut s'assurer de bien comprendre, de bien vérifier que l'autorité de substitut comprend le but de la recherche et ne l'utilise pas à d'autres fins. Dans le cas de la confidentialité, évidemment, la question des groupes d'intérêt. Qu'arrive-t-il si les écoles ou groupes d'intérêt désirent obtenir ces informations ou donner les résultats? Définitivement, quand on va faire un protocole de recherche d'imagerie cérébrale, ça va générer une foule d'informations de nature confidentielle. Et dans certains cas, des données personnelles au sujet de l'enfant qui participe sont requises pour participer directement au protocole expérimental, pour également assurer la sécurité de l'enfant ou pour se conformer à certains critères expérimentaux prédéterminés. Donc, le risque est d'avoir un bon suivi de ces bases de données parce que au niveau d'écoles ou de groupes d'intérêt, il pourrait y avoir accès à des informations confidentielles. Encore là, donc, ça implique de définir des protocoles de gestion des données confidentielles. Dans chacun des laboratoires, il y a énormément de travail qui se fait déjà au niveau des protocoles de consentement éclairé pour inclure la plupart de ces dimensions-là, mais c'est important, je pense, de les garder à l'esprit. OK? Marginalisation, la fameuse question de la normalité. Des jugements de valeur colorent parfois certaines études en neuroimagerie pour décrire les niveaux d'activation de certaines régions et structures du cerveau, et ce, malgré le fait qu'un profil dit normal des mécanismes cérébraux demeure entièrement à définir. C'est un peu un biais de langage, mais on va parfois dégager des commentaires qui laissent entendre qu'il y a un écart, un profil de normalité qu'en fait on ne connaît pas non plus. Qu'arrive-t-il si cette terminologie, qui est de nature diagnostique, est transférée de manière arbitraire dans les pratiques éducatives? Le fameux spectre du parent qui arrive avec des interprétations d'images et qui, à partir de ces interprétations-là, des pratiques un peu simplistes pourraient découler. Un minimum d'humilité intellectuelle est toujours préférable pour reconnaître le caractère unique de chaque individu, au-delà des constructions normatives du concept de normalité. Donc, risque également au niveau des approches qui pourraient être marginalisantes. Et au niveau des découvertes fortuites, évidemment, cette problématique-là n'est pas exclusive à la recherche en neuroéducation. Dans tous les domaines, ça peut arriver, mais ça doit faire partie des protocoles pour les travaux en neuroéducation parce que ça demeure aussi une réalité dans le domaine. C'est un défi de taille pour les chercheurs qui utilisent la neuroimagerie et les lignes de conduite à ce niveau-là ne sont pas toujours clairement définies. Chaque laboratoire inclut dans ses protocoles de consentement éclairé le plus de clauses et d'informations à ce niveau-là, mais c'est un point important à inclure dans les définitions des questions éthiques. Ces problématiques se regroupent donc sous le volet des questions liées à la méthodologie. Et les connaissances qui émergent en neuroéducation
on doit garder à l'esprit qu'ils doivent avoir une valeur pratique dont on doit faire bon usage. Il faut que ce soit comme dans un contexte éducatif, le mot éducation prend pour acquis qu'il y a quelque chose de bénéfique qui se produit. Donc, il faut que les connaissances soient utilisables à bon escient. Et il doit y avoir donc des considérations éthiques élaborées au fil des échanges et de collaboration entre les groupes concernés. Ces questions-là, vous avez vu juste les 4 points, c'est 4 parmi une longue liste, mais les intervenants qui sont appelés à se prononcer sur les positions éthiques les meilleures à ces sujets font autant partie de plusieurs groupes d'intérêt et ça ne doit pas être défini seulement par les neurosciences, ni par seulement l'éducation ou par les groupes d'intérêt, mais bien par une conversation commune avec l'ensemble des personnes impliquées. Juste rapidement que je puisse vous suivre, les découvertes fortuites, pouvez-vous me donner un exemple de découvertes fortuites? Oh mon Dieu, excusez-moi, j'ai pris pour acquis. OK, merci de votre question. C'est simplement si on fait de l'imagerie et l'enfant en question, 12 ans, très bonne santé, mais tout à coup, en faisant l'image, on s'aperçoit qu'il y a une masse ou quelque chose. La personne, puis ça me ramène à la première considération, il est arrivé là en santé et c'était pas du tout du dépistage médical. Alors ça, il faut que l'équipe de recherche soit prête à prendre une décision, en parler ou non. Bon. Je pense que dans tous les cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de question de ne pas en parler, mais c'est le comment. OK, donc c'est nos principales considérations. Ici, et un usage. Donc, on vise à faire un bon usage des considérations qui se dégagent. Continuons la démarche vers en fait, ce qui sous-tend ou ce qui motive le besoin d'une neuroéthique de l'éducation. Eh bien, ces enjeux éthiques auxquels on fait face ne sont pas nécessairement spécifiques. L'éthique, ça n'a pas été inventé avec les neurosciences d'éducation, mais donc, on hérite de tous les problématiques éthiques en général, de questions du bien et du mal et de l'usage qu'on en fait. Mais il y a également des questions qui sont uniques et même générées par ces recherches elles-mêmes, d'où le besoin de nommer une sphère de recherche à ce niveau-là. Les critiques dans la littérature sur l'idée même de concevoir un nouveau champ de recherche qui serait la neuroéthique de l'éducation, en lien avec les neurosciences d'éducation. Les critiques sont surtout sur la pertinence d'une sous-discipline de la philosophie éthique, parce que si vous suivez, tantôt on a parlé de l'arrivée de la bioéthique au moment des grands bouleversements génétiques et autres, plus spécifiquement la neuroéthique. Et là, on est en train de parler d'une neuroéthique spécifique, on est vraiment dans la sous-discipline. Alors là, les critiques générales sur cette approche-là, ils vont dans le sens de dire que ça pourrait compliquer et obscurcir plutôt que de clarifier l'analyse des enjeux pressants. Alors, donc, de parler d'une neuroéthique de l'éducation pourrait amener de la confusion sur des grandes questions éthiques, comme les 4 points qu'on a pris en considération tantôt. Mais si vous gardez ces 4 points-là en tête, mon argument, en fait, dans mes recherches, est plutôt que ça permettrait de développer beaucoup plus rapidement un cadre éthique spécifique au transfert des connaissances entre les neurosciences et les neurosciences de l'éducation. Parce que prenez les 4 points qu'on avait tantôt, dans le cas de la marginalisation, par exemple, qui pourrait être issue de travaux de recherche, bien, c'est vrai qu'on peut étudier la marginalisation sous le volet de l'éthique humaine en général. On peut l'étudier en termes de neuroéthique pour certains travaux de recherche en neurosciences, mais nous, ce qui nous concerne, c'est le risque de marginalisation dans l'application des neurosciences en éducation. Donc, le fait de nommer une neuroéthique spécifique permettrait d'accélérer la mise en place d'un cadre à ce niveau-là, plutôt que de rester dans des domaines beaucoup plus vagues.
Neuroéthique de l'éducation, pourquoi? Eh bien, parce qu'avec les travaux en neurosciences de l'éducation, on ne peut pas juste y aller avec les grands principes éthiques globaux de ne pas causer de tort à autrui. Ce n'est plus suffisant, on est rendu beaucoup plus avancé dans les défis posés à l'éthique. La neuroéducation doit évoluer selon des lignes directrices s'inspirant de valeurs communes, donc de toutes les personnes impliquées là-dedans, neurosciences, éducation et groupes d'intérêt, afin d'encadrer l'élaboration de protocoles expérimentaux dans ce domaine. En conclusion, le travail d'élaboration d'une neuroéthique de l'éducation amène quand même un détour obligé vers les questions suivantes. Et ça, ici, ça sous-tend également l'élaboration de protocoles de recherche. Et c'est là qu'on pourrait utiliser la neuroéthique de l'éducation comme terrain ou contexte fondamental d'élaboration, parce qu'on est obligé de se demander qu'est-ce que c'est apprendre dans le domaine de l'éducation et qu'est-ce que c'est apprendre pour les neurosciences. Je vais quand même faire ce petit aparté ici pour... est-ce que je suis encore dans le temps? 1 minute par domaine. Alors, qu'est-ce que c'est apprendre pour les sciences de l'éducation? Évidemment, on n'ira pas définir l'éducation parce que c'est un champ assez large et très, très, très lié aux valeurs, mais au cœur des débats suscités par le fait que l'école, à cause de leur capacité à effectuer la socialisation des enfants, risque de servir les intérêts de ceux qui tentent d'orienter cette socialisation plutôt que les intérêts éducatifs. Le terme éducation, dans le domaine de l'éducation, est ici considéré comme ayant des implications normatives, mais doit rester dans le contexte d'une application moralement acceptable. Alors, éduquer, dans le domaine de l'éducation, les interprétations sont multiples, avec un cadre moral. Par contre, qu'est-ce que c'est apprendre pour les neurosciences? Du point de vue des neurosciences, apprendre, c'est souvent synonyme de mémoire. On s'entend généralement sur le fait que nous avons plusieurs systèmes de mémoire. L'apprentissage en termes de formation au niveau d'éléments mémorisés s'effectuerait par des changements de structure, d'interconnectivité, changements rendus possibles par la plasticité des synapses. Donc, on est dans des définitions assez différentes, un langage assez différent. Et en neurosciences de l'éducation, on a le défi de réconcilier ces deux visions-là. Un élément qui doit quand même rester présent dans ces deux définitions-là, c'est qu'il ne faut pas oublier en cours de route de reconnaître l'expérience propre à l'apprenant. Donc, c'est une perspective à considérer en neuroéducation, l'expérience subjective de l'apprenant, qu'on le définisse dans les sciences de l'éducation ou en neurosciences, devrait en principe se manifester de manière objective à travers des changements neurologiques, corporels et comportementaux et vice-versa. Donc, si son expérience subjective a un impact sur sa physiologie, c'est un paramètre qu'on doit inclure dans nos recherches pour réconcilier les deux définitions de ce que c'est qu'apprendre. Dans ce domaine, donc, des neurosciences de l'éducation, il est important de ne pas rester aveugle aux affirmations qui sous-tendent des corrélations qui pourraient être simplistes. Et le transfert des découvertes des neurosciences en éducation requiert donc un effort important de conceptualisation, d'où l'intérêt d'une éthique des neurosciences à ce stade-ci du développement. Merci beaucoup de votre attention.